Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle émission des Papas perdus. Alors nous avons reçu de la part de plusieurs internautes quelques questions concernant la vie de futurs papas et un mail de la part de Kariak, oui, bien Kariak, c'est un nom étrange, mais Kariak nous a envoyé un mail et nous a demandé d'aider son compagnon à sa future vie de papa et de l'aider dans cette tâche bien ardue en lui donnant quelques conseils, ce que nous allons faire tout de suite. Alors, nous avons établi une liste, la liste des 10 commandements pour devenir un super papa et quels sont les problèmes auxquels il va falloir faire face. Alors, je vais vous montrer cette liste d'un peu plus proche. Cette liste, la voici. Alors, nous allons commencer par les visites, qui est un point très important, car une fois que le bébé est né, tout le monde s'empresse pour pouvoir venir rendre une petite visite et voir sa petite bouille. Il faut faire très attention, car je dirais pendant les 2 premières semaines, il faut limiter les visites au maximum et les limiter aux personnes essentielles, c'est-à-dire la famille et les amis proches, et de garder un rythme convivial, c'est-à-dire de limiter les visites à 1 heure par jour et à une visite par jour, et ne pas rentrer dans un cycle de 4-5 visites par jour où on n'en peut plus et ça devient très très fatigant. Euh, Par rapport aux visites, ce qui est bien de ne pas oublier, c'est de demander d'apporter des petits repas. Comme ça, vous ne devez pas faire à manger. Si vous avez le temps, avant que le bébé naisse, c'est de faire congeler des repas. Et bien sûr, de mettre les bières et champagne au frais avant de partir à l'hôpital. Point numéro 2. Ne pas se fixer d'objectifs. Alors, les objectifs, il y en a tout simplement plus une fois qu'on devient papa. C'est bien simple. Fini les listings. Le concept du temps change. C'est assez fou, mais un bébé dort 18 heures par jour. Et si on a eu le temps de s'habiller, de manger, de changer la couche du bébé et de nourrir l'enfant en 24 heures, c'est déjà un bel objectif. Point numéro 3, les hormones. Alors, les hormones, la femme, une fois qu'elle met bas, et même déjà avant, c'est un espèce de festival auquel on a droit. Le festival hormonal, le feu d'artifice. Un conseil, c'est de ne pas prendre à la lettre tout ce qu'elle va dire pendant on va dire, les 3 premiers mois, mais essentiellement pendant les premières semaines, car elle ne pense pas tout ce qu'elle dit pendant ces premières semaines. Donc, tu vas probablement en prendre plein la gueule, mais c'est tout à fait normal. Le mieux à faire pendant ces moments-là, c'est d'ignorer ce qu'elle dit ou de faire semblant de la comprendre et de la contenir. Jess sera tout à fait d'accord. Une mère bientôt enceinte, non déjà enceinte d'un troisième enfant et qui est tout à fait d'accord, hein, je pense. Oui, tout à fait. Elle me fait signe que oui. Euh, donc le mieux à faire, c'est de lui faire des câlins à ce moment-là. Si elle est bien d'accord d'accepter des câlins, car c'est pas toujours le cas, des fois, elle ne veut absolument pas de câlins. Mais dans les phases de détresse, c'est une bonne idée d'essayer de la contenir. Point numéro 4. Nous arrivons au point du rythme. Oui, tout à fait, le changement de rythme. Euh, Tu es bien sûr déjà au courant que l'arrivée d'un nouveau petit change tout à fait le rythme familial. Et il est inutile d'essayer d'imposer votre rythme habituel au rythme de l'enfant car ça ne fonctionne pas. Donc il faut mettre tout à plat et écouter les besoins primaires de l'enfant. Voilà, c'est un point assez simple, mais
toujours utile de le rappeler. 5. Le nouveau corps. Alors, le nouveau corps, oui, ça c'est pour l'homme également vrai. Il faut accepter son nouveau corps. Avec la fatigue, il est souvent difficile de pratiquer du sport ou de faire de l'exercice physique. Donc on peut dire adieu à ce corps d'athlète pour lequel vos femmes sont toutes tombées au départ. L'apparition des premiers bourrelets feront leur apparition à partir des premiers mois de vie de l'enfant. Sois sans inquiétude, ta femme n'y verra que du feu. Et tu sauras pourquoi dans le prochain point. Le prochain point qui est la libido. Alors, pour la libido, il faut savoir que la femme, une fois qu'elle accouche, c'est plus tout à fait comme avant. Peut-être tu as déjà pu t'en rendre compte durant la grossesse. Parfois pas, parfois ça dépend un peu des femmes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que le bébé est né, il y a encore un nouveau cap à franchir. Donc pour des raisons évidentes qui sont la remise en forme du, du matériel sexuel de la femme, qu'on peut établir alors de 6 à 8 semaines minimum. En plus de ça, la fatigue. En plus de ça, l'attachement entre la femme et l'enfant qui est dû à l'allaitement. Pendant l'allaitement, la femme libère de l'ocytocine. Et l'ocytocine se libère, ne limite pas son action uniquement dans son rôle de l'orgasme, mais il est libéré dans le sang lors de l'allaitement. Et l'ocytocine permet l'éjection du lait lors de la succion du mamelon par le bébé. Libérée dans le cerveau, elle facilite l'attachement entre partenaires, ce qui lui fait abusivement appeler hormone de la fidélité. Elle joue également un rôle majeur dans le comportement maternel. Donc, quand la femme allait son bébé, elle libère de l'ocytocine qui favorise le lien maman-bébé, mais le papa subit complètement ce lien car elle a sa petite dose d'ocytocine quotidiennement et elle n'éprouve aucun besoin d'une dose supplémentaire lors de rapports sexuels. Te voilà donc prévenu. Point numéro 7. Le monde extérieur. Octroie-toi des pauses de temps en temps. Continue à avoir des liens avec le monde extérieur. Je dirais après les premières semaines de vie où il est assez important de garder, de construire le petit cocon familial, un peu voir comment la vie se passe à trois, mais ne pas se perdre dans ce petit cocon. Continuer à avoir des gens, surtout aussi pour la maman, très utiles, qui peut parfois se noyer toute seule dans un chagrin émotionnel avec son enfant désespéré. N'hésitez pas à appeler à l'aide, on est toujours là pour vous aider sur notre émission Papa perdu. Alors, point numéro 8, la montée de lait. La montée de lait. Alors, pour la montée de lait, c'est un vrai chamboulement hormonal qu'on a déjà décrit dans le point plus haut. Une attention particulière est à prêter au sommeil de la femme pendant la montée de lait, car c'est une phase éprouvante, fastidieuse, fatigante et parfois difficile. Le sein peut s'avérer douloureux pendant la montée de lait. Un conseil avisé de la sage-femme est suggéré afin d'éviter tout problème d'engorgement. Donc, si vous avez des problèmes pendant ou après la montée de lait, des crevasses vous pouvez toujours appeler la femme du papa perdu, c'est-à-dire mademoiselle Jessica Fritz pour tout renseignement supplémentaire. Pour la mise au sein, j'ai également un brevet qui m'attribue une expertise de mise au sein que je peux vous montrer en cas de besoin sans problème. Euh,
par rapport à cette montée de lait, donc évitez vraiment pendant les premiers jours, donc le deuxième et le troisième pendant la montée de lait, des visites trop longues, inutiles, et ça peut amener à des complications type mastite qu'on veut éviter à tout prix. Point numéro 9, les pleurs. Alors, pour les pleurs, on va faire court parce que ça mériterait une émission à elle toute seule. Donc, on va énumérer juste les causes principales des pleurs. Les raisons différentes sont claires, mais il faut toujours bien les rappeler. Donc, les besoins vitaux de l'enfant sont la faim, le sommeil. Ça, c'est les deux besoins vitaux. Et parmi un troisième, c'est d'être propre. Ça peut contribuer aux pleurs si on oublie de changer son enfant pendant 24 heures, surtout s'il a fait caca dedans, ça, c'est pas très confortable. Une raison supplémentaire, mais non vitale, sont les maladies, donc fièvre, toujours faire attention, mais ça peut être une raison des pleurs, mais ça on s'en aperçoit une fois que le bébé est plus grand, c'est que quand il est inconfortable, c'est que souvent c'est prémices, donc quand il pleure, c'est souvent, ça peut être des prémices à une petite maladie. Mais on s'en rend compte plus tard, évidemment. L'inconfort au froid et au chaud, donc les premiers jours, surtout lors du change ou de la mise ou sortie du bain, en fait, les changements de température sont assez énormes. Donc le bébé trouve ça en général pas très agréable. Donc un bon conseil, c'est de bien chauffer la salle de bain et ou avoir carrément un petit truc, un petit chauffage d'appoint pour la sortie du bain, histoire que le bébé n'attrape pas froid. Il faut savoir qu'un bébé, si je me rappelle bien, mais il faudrait que j'aille revoir mes fiches, mais perd à la minute un demi-degré de température corporelle dans une eau à 20 degrés, un truc comme ça. Donc en gros, il rentre très vite en hypothermie. Donc il faut faire attention à l'eau du bain, 37 degrés. Mais c'est pas le point d'aujourd'hui. Le bain sera décrit dans une autre émission. Pour les raisons des pleurs, alors il y a les pleurs du soir, hein, donc ça c'est la typique décharge émotionnelle qui entre en cours entre la troisième semaine et le troisième mois de vie. Euh, Parfois les 10 premiers jours, on a droit à un enfant roi, tout se passe super bien, et puis en une fois, on ne comprend pas ce qui se passe, mais le bébé commence à hurler au martyr tous les soirs. Tout ceci est normal. La seule chose qu'il faut faire, c'est ne pas le surstimuler pendant cette phase qu'on a tendance à faire parce qu'il pleure, on a tendance à l'agiter dans tous les sens. En fait, il a juste besoin de décharger son émotion de la journée. Il faut l'accompagner sans le surstimuler dans un endroit calme et paisible. Et ça peut être une phase du pré-sommeil. Donc la phase agitée avant le sommeil peut correspondre à cette phase. Et donc cette phase a une fin. Il faut pas s'inquiéter, ça fait partie du job, je dirais, de futur papa, c'est de accompagner ou même gérer ce problème du soir où la maman souvent craque, hein, on peut le dire, et donc à toi de prendre le relais. Euh, et alors, ça nous arrive déjà à notre dernier point de la journée, qui est un bon point, c'est toute journée a une fin. Et oui, mes amis, et ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que après une journée qui peut parfois être éreintante, où on a eu envie de jeter notre gosse par la fenêtre ou de le laisser s'écraser sous une voiture, ne vous inquiétez pas, la journée aura une fin et à un moment donné, il s'endormira. Peut-être à 2 heures du matin, mais il s'endormira. Il faut aussi savoir que tout problème a une fin en attente d'un nouveau problème. Ça, c'est encore un des leitmotifs de la vie de l'enfance. C'est que tout problème a une fin, mais il y a toujours un nouveau problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, je peux toujours vous montrer comment changer un bébé, comment porter un bébé, comment faire la mise au bain du bébé. Voilà, n'hésitez pas, bonne chance, gros bisous.